Eh bien, bonsoir à tous. Merci Alexis pour cette petite introduction. Donc oui, je vais vous parler de ReasonML, de Refacto. Et avant, je vais commencer à me présenter. Donc, je m'appelle Mathieu Hatton. Je travaille pour Link Value et je suis en mission chez Arte en tant que développeur front. Donc, vous pouvez avoir mon Twitter et mon GitHub sur cette slide. Pas trop je sais pas trop présenterai plus. On pourra en parler si vous avez des questions un peu plus tard. Commencer par une petite introduction de quoi on va parler. Donc on parle de refactoring. Le refactoring c'est assez vaste et faut savoir d'où en fait le projet Arte de refaire un design system en fait était de prendre un code existant et de pouvoir le faire évoluer assez facilement. Donc c'était un projet qui avait environ 3 ans et demi, 4 ans et qui était architecturé comme ceci. Donc le projet sur lequel on va s'étendre un peu plus aujourd'hui, c'est le Style Guide, donc que vous voyez à gauche de la slide, et qui était en fait une librairie de composants. Et cette librairie de composants était utilisée de différentes manières, notamment en tant que package NPM, utilisé directement sur le site Replay qui correspond au site arte.tv, mais aussi à un site dédié à la presse allemande, l'intranet et d'autres projets. On ne sait pas forcément qui utilise ces composants qui sont faits en React. Et il y avait du coup une multitude de technologies pour faire ce projet, qui constituait ce projet. Et donc notamment du React, comme je disais, des bundlers et transpilers comme Babel ou Webpack qu'on peut voir ici, du Emotion pour faire du CSS in JS, mais historiquement il y avait aussi du SAS. Donc différentes technologies. Ensuite, on avait aussi un site de présentation de nos composants qui était fait maison et qui du coup incluait pas mal de Node.js avec un serveur et tout ce qui s'ensuit afin de pouvoir présenter nos composants. Et avec du React Router notamment, dans une librairie de composants UI, c'était un petit peu le fouillis, mais ça marchait très bien, le code était assez propre, mais on n'arrivait pas à faire des changements extrêmement facilement. Une autre particularité, vous pouvez voir qu'il y a du Preact parce que en fait, pour certains sites, notamment l'intranet, on avait besoin d'exporter les composants sur une librairie plus légère que React et il a été décidé à l'époque de le faire en Preact. Alors, tout ça était dans un seul projet où tout était un petit peu mélangé et enfin des choses qui s'entremêlaient. Et donc pour ce faire, on a décidé de changer tout ça. Et pour faire ça, il faut se préparer au changement. Et pour se préparer au changement, on a fait deux choses au préalable. C'est d'abord d'enlever cette partie site de présentation de nos composants fait maison et de le changer par la librairie Storybook qui permet de faire exactement ce qu'on faisait avec ce site. Ensuite, l'autre chose a été de séparer les différentes parties, donc ce qui allait être exporté en Preact, ce qui allait être de l'affichage, ce qui allait être de la présentation, dans des Yarn Workspace, ce qui permet d'isoler chaque projet et de pouvoir faire évoluer le projet tout en gardant l'existant et que le tout reste maintenable, c'est-à-dire créer du nouveau, garder l'existant et réussir à ce que tout ne s'entremêle plus et de garder vraiment quelque chose de cohérent. Ensuite, on s'est dit, on va passer le style guide. L'ancien style guide a été créé d'une certaine manière. Et pour le refonte, c'était le moment où on parlait pas mal d'atomic design. Alors, je ne vais pas m'étendre spécialement sur l'atomic design, mais j'en ai expliqué ici quelques concepts. En gros, c'est que dans une librairie de composants, on va essayer de partir de la plus petite brique et de grossir au fur et à mesure. Donc, on prend les éléments chimiques comme représentation. Donc, le plus petit, ça va être l'atome, admettons un texte, puis une molécule qui va être un texte plus un bouton, et un organisme qui va être un ensemble de molécules, des templates et enfin des pages. Ça, c'était une des premières choses qu'on a voulu faire la refonte de cette librairie de composants. L'autre chose qu'on veut, et on veut quasiment sur tous les projets au sein de nos entreprises, c'est que le projet il soit scalable. Scalable, ça veut tout et rien dire, mais en fait, on veut que le projet il puisse perdurer dans le temps et que
et qu'il n'y ait pas de souci, qu'on puisse continuer de le faire évoluer, de le faire grossir et qu'il soit de plus en plus utilisé et toujours correct. Ensuite, une autre chose, c'est quand moi je suis arrivé sur le projet avec une passation qui était assez courte, pour ne pas dire inexistante, eh bien, c'était assez difficile de rentrer dans le projet. Il y avait beaucoup de choses à savoir. Et du coup, on a décidé de faire aussi, de bien penser à ce qu'on ait un onboarding sur le projet qui soit facilité. C'était vraiment important parce que il peut y avoir des changements de développeurs parfois dans une équipe pour différentes raisons. Et si on peut pas reprendre le code parce que le développeur principal ou les développeurs, l'équipe est partie, c'est un peu problématique pour une entreprise comme Arte qui a son site qui tourne et qui a besoin d'avoir des évolutions constantes. Une autre problématique qui était arrivée avec ça, c'est d'avoir aussi de bonnes performances. À peu près comme tous les logiciels qu'on essaie de faire au quotidien. Donc voilà, c'est d'avoir une attention particulière à ces performances et d'y faire attention. Et une autre demande qui était une autre demande du client était que en fait l'application soit maintenant fait avec un langage typé. Simplement pour faciliter encore une fois pour la solidité du code et je ne vais pas trop m'étendre sur les raisons du typé. Il y a beaucoup de vidéos et de meet-up qui parlent de ça, mais avec plaisir, je pourrais répondre à des questions à la fin de ce talk. Et donc, on a décidé, il fallait choisir une technologie, un langage, il fallait évidemment continuer de faire du React puisque les différents sites de Arte sont faits en React et il fallait garder cette continuité-là. Et avec tout ça, on s'est dit, on va partir sur du Reason. Du Reason ML, qu'est-ce que c'est? C'est un langage typé fortement, statiquement et fonctionnel, qui est une syntaxe au-dessus du OCaml pour qui est un peu plus proche du JavaScript et donc qui est un peu moins déroutante. Et surtout, on était dans une période où il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de TypeScript. Donc la question c'est pourquoi pas TypeScript? Eh bien, pourquoi pas TypeScript? Ça aurait très bien pu être le cas. TypeScript est un excellent langage. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en TypeScript qui marchent très bien. C'est une très bonne évolution, à mon sens, pour notre domaine et qui permet d'avoir du code qui soit plus facilement maintenable et plus solide. Ensuite, pourquoi pas TypeScript? Eh bien, tout simplement parce que ReasonML avait plus d'arguments selon nous et qui permettait, en voyant ce petit graphique, juste on va faire une petite explication, ça va être assez rapide. C'est qu'en gros à gauche, vous voyez le type de coverage, la facilité, enfin la couverture de typage possible dans les différents langages. Donc on peut voir et qui transpile en JavaScript. Donc tout en bas, évidemment, il y a le JavaScript qui est propre à lui-même, qui est très interopérable, l'interopérabilité et du coup l'interopérabilité avec le JavaScript en fonction de la technologie. Donc on peut voir JavaScript qui est interopérable avec lui-même. TypeScript, lui, qui a en fait une syntaxe au-dessus du JavaScript, qui va prendre exactement les mêmes concepts et rajouter du typage en plus, donc qui est une très bonne solution, qui est extrêmement interopérable avec l'écosystème JavaScript existant et qui a beaucoup de typages de librairies sont faits pour fonctionner avec TypeScript. Et enfin, ReasonML qui se trouve qui a un peu plus de couverture de typage, qui se trouve au milieu. C'est-à-dire qu'il y a une interopérabilité avec le JavaScript qui est bonne, une capacité à pouvoir faire des bindings entre le JavaScript et le ReasonML assez facilement. Et du coup, une sûreté au niveau du typage, c'est-à-dire qu'un projet typé en ReasonML, on est sûr que l'ensemble du projet est typé et pas seulement certaines parties parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que c'est trop compliqué ou autre. Un projet en ReasonML est typé à 100%. Contrairement à un projet en TypeScript où on peut, même s'il y a des configurations pour que ce soit plus strict, on peut du coup se passer du typage à certains moments. Très bien. Donc maintenant, une autre des raisons, c'est que l'écosystème de Reason a des bindings qui sont faits par Facebook, donc une équipe qui travaille chez Facebook avec l'équipe de React et qui permet d'avoir des bindings officiels et qui n'ont pas de coût, c'est-à-dire qu'une fois qu'on transpile le code, enfin qu'on compile le code Reason
en JavaScript, avec les binding Reason React, on n'a pas d'overhead, on n'a pas de fonction en plus pour faire des changements. C'est comme si on écrivait du React en JavaScript ou en TypeScript. Une autre chose, c'est les variants et le pattern matching. Donc le variant, c'est des typages qu'on peut voir comme du type qu'on peut voir comme des constructeurs et qui permettent du coup de spécifier clairement le domaine, ce sur quoi on va travailler. Dans ce petit exemple-là, on peut voir qu'on va définir 3 types de personnes dans une école, donc le professeur, le directeur et l'étudiant, et en fonction de ces personnes, on va pouvoir leur adresser un message de bonjour spécifique et spécifique de façon assez simple, on va dire. C'est assez clair de savoir pour un teacher ce qu'on va dire pour un directeur et etc., etc. Et on va pouvoir du coup décrire l'ensemble de notre programme, de notre application de façon extrêmement claire et synthétique. Et on va pouvoir se servir de ce pattern matching qui est de faire un switch case sur un type, une valeur, et du coup pouvoir exécuter une action à partir de ce type-là directement. Chose qui n'est pas possible en TypeScript, on est obligé on ne peut pas se servir du type directement, là on se sert du type comme une valeur. Une autre chose, c'est que ReasonML transpile, compile le code. Voilà, dans une version de JavaScript, on se demande si c'est un humain ou un ordinateur qui a écrit ce code. Là, ici, vous avez une implémentation du FizzBuzz en ReasonML. Et quand on voit ce qui est ressorti du compilateur ReasonML, mis à part le nom des variables match 1 et match et match 1, on peut se demander réellement est-ce que c'est un ordinateur ou un humain qui a écrit ce code. Et ça, c'est extrêmement important quand on fournit une librairie qui va être utilisée à l'extérieur. Potentiellement, il peut y avoir des bugs ou autre. Et un développeur, du coup, va être en capacité d'aller lire le code généré. Donc, ça va permettre un débugage assez facile et donc, c'est assez pratique pour avoir des retours des autres équipes. Si jamais on a des bugs, peut-être ça arrive, nous ne sommes pas parfaits. Une autre chose, c'est qu'on ne voulait pas se couper du monde de TypeScript qui est éminent et que certains projets chez Arte peuvent être faits en TypeScript. Et donc, du coup, on voulait quand même avoir la possibilité d'avoir le typage dans notre paquet généré. Et il y a un outil dans l'univers Reason qui s'appelle GenType et qui permet en fait de générer le typage pour nous. Donc avec ce petit décorateur GenType, on va pouvoir demander à Reason de générer le typage TypeScript. Donc là, vous avez la version générée du fichier juste avant en TypeScript. On voit qu'il est lisible et qui va du coup être utilisable aussi bien dans les IDE comme VS Code qui va utiliser ce typage-là pour donner de l'autocomplétion et des informations. Et donc ça, c'était assez important pour nous aussi d'avoir ça en tête. Une autre chose, c'est que ça génère du code en ES5 et donc tous les navigateurs savent interpréter le S5 sans avoir besoin de transpiler ni de bundler. Donc pour une librairie, c'est quand même assez confortable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la couche Babel ni Webpack. Ça, c'est fait la complexité en moins dans le projet et on peut livrer notre package tel quel sans qu'il y ait un autre outil qui soit passé dessus pour faire en sorte que notre code soit utilisable à l'extérieur. Et une autre grosse force du ReasonML, c'est la rapidité de compilation. C'est-à-dire que sur certains projets de TypeScript qui commencent à grossir, on peut avoir des temps de compilation assez longs. Ici, vous pouvez voir que ça met 8 secondes 45 pour environ pour compiler plus de 10 000 lignes de code JavaScript, beaucoup de librairies et autres. Et je vais vous faire un petit exemple, une petite démonstration du coup de ce que peut être Reason sur des composants assez simples et le pourquoi ça a été décidé à terme d'utiliser cette technologie-là. Une petite session de live coding, ou plutôt de présentation. Donc là, j'ai juste fait un petit
petite application qui permet de savoir combien de fois on a cliqué sur ce bouton et de faire un toggle de ce Hello World. Donc, tout d'abord, ce que je disais, c'est qu'on va définir nos types. C'est un composant React de façon assez simple. Je vais le prendre de haut en bas. Donc, on va définir notre état. Notre état qui va être notre compteur, donc là qui est à 19, et est-ce que le Hello World est affiché ou non. On va avoir deux actions dans cette application qui vont être le cliquer, donc le clic, c'est le clic sur ce bouton-ci, et enfin, le toggle de ce Hello World. On va avoir un reducer, somme toute assez simple, qui va prendre une action en fonction de l'action. S'il y a un clic, je rajoute +1 à mon compteur. Jusque-là, c'est assez simple. Et le toggle, de la même manière, va lui faire en sorte d'inverser la valeur du show pour pouvoir faire en sorte que ça s'affiche et que ça se cache quand on clique sur ce bouton. Enfin, ici, c'est l'implémentation avec le code en React, qui permet d'afficher un compteur et de faire un toggle de cette hello world. Donc là, en fait, je sais pas, je vais reprendre du début du coup, c'est qu'on va essayer de spécifier du coup quels sont les types qui vont être utilisés dans mon composant. Dans mon composant, je vais avoir du coup un état qui va correspondre au compteur, au count ici, qui correspond au compteur qu'on voit sur le bouton. Et enfin, le show qui va être le booléen qui va permettre d'afficher ou non le hello world. On va également avoir deux actions sur ces deux boutons, qui vont être le clic pour pouvoir incrémenter le compteur et enfin le toggle pour pouvoir afficher ou bien cacher le hello world. Donc en dessous, on a un reducer si vous avez fait du React, qui doit être vous parler, qui est en fait en fonction de l'action, on va effectuer une transformation de notre état. Et pour ce faire, c'est exactement la même chose qu'en JavaScript. On va pouvoir déstructurer et incrémenter le compteur. Et enfin, pour le toggle, on va pouvoir changer la valeur de la variable. On va pouvoir la reverse, faire en sorte que la variable prenne la valeur contraire. Enfin, celle-là, c'est la façon dont on déclare un composant React, donc avec ce petit décorateur qui va nous permettre de générer du JavaScript. Donc ici, ça fait les choses assez simples. On va déclarer un useReducer, donc le hook, si vous l'utilisez, de la même manière que l'on le fait en JavaScript. Il n'y a pas de différence, si ce n'est que ici c'est un tuple à la place d'un tableau, mais en soi c'est exactement la même chose. Et enfin, ici c'est le JSX qui va permettre d'afficher notre composant et d'effectuer les diverses modifications. Donc, comme je vous disais, donc là, pas du tout. Voilà, on va essayer de faire une petite chose en plus sur ce, sur ce code, c'est de rajouter un bouton qui va te permettre de rajouter 10 à ce compteur. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais avoir une nouvelle action. Une nouvelle action qui va être, je vais l'écrire telle que je la pense, c'est add10. Donc, je l'ajoute et on peut voir que directement mon compilateur va me dire attention, si je sauvegarde, ici vous pouvez voir, on a oublié un cas possible. Le compilateur est en capacité de nous dire ce qu'on a oublié, donc ce qu'on a à faire. Donc moi, ce que j'ai à faire ici, c'est de rajouter ce qui me dit le add 10 et de pouvoir du coup là pour le coup il fait la même chose que le clic, donc je vais rajouter 10 et voilà, le compilateur m'assure que j'ai géré tous les cas. Je ne l'utilise pas, mais j'ai géré les cas. Ensuite, je vais tout simplement copier cette fonction, donc là il va me dire aussi qu'il y a une unuse variable, rien de sensationnel, mais je vais pouvoir du coup utiliser ici le dispatch et pouvoir préparer mon bouton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bêtement recopier ce bouton et à la place, je vais l'afficher et je vais appeler à la place de handle toggle, je vais appeler handle add10. Et enfin ici, add10. Donc là, on peut voir que ça recompile. Normalement, si tout se passe bien ici,
Ça devrait avoir recompilé. Évidemment, ça se passe jamais bien, c'est du live coding, sinon ça serait pas drôle. Pourquoi il n'a pas marché? Donc, je vais essayer de le redémarrer. Ok. Donc c'est une application qui est en Next.js, du coup, c'est pour montrer aussi l'interopérabilité du ReasonML. Donc c'est typiquement du Next.js. Donc là, je suis en train de rebuild parce qu'il n'a pas pris en compte mon reload. Et on va essayer de le relancer du coup. C'est parce que je lance pas le bon truc. Donc là, on a bien le add10 qui fonctionne et on a pu du coup ajouter assez facilement, et c'est en tout cas à mon sens, on pourra en discuter après, assez clair pour pouvoir ajouter une fonctionnalité, et le compilateur est quand même d'une sacrée aide. C'est-à-dire que si j'enlève ce truc-là, on va directement avoir une erreur qui va arriver, et surtout c'est très très rapide. Quand je recompile, on voit ici que c'est en millisecondes et que le retour dans l'interface est direct. Je vais revenir à ma présentation du coup, qui est après pour la suite, et je vais parler un peu de patterns qu'on a utilisés et de structure de projet pour créer notre fonte. Donc ces patterns-là, je les sors pas de mon chapeau, c'est une personne qui s'appelle Leandro Ostera qui a travaillé pas mal avec du ReasonML et du OCaml et Erlang et toutes ces différentes technos un petit peu communes, mais on est obligé d'avoir des bonnes pratiques, et du coup qui a fait un repo pour montrer les différents design patterns en ReasonML. Et enfin, un live stream où il crée un design system en ReasonML. Donc, somme toute, c'est un petit projet, ça dure c'est sur 6 heures, et il montre du coup comment le ReasonML peut extrêmement bien s'appliquer pour la création d'un design system. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette vidéo, on a aussi choisi d'utiliser ReasonML. Donc, quelques bonnes pratiques. Une des bonnes pratiques qu'on se force de faire, c'est pas forcément tout le temps le cas, mais c'est 99% du temps, c'est de ne plus du tout avoir de booléens. Les booléens représentent que deux états, true ou false. Sauf que, en général, on veut exprimer plus de choses. Et pour pouvoir les exprimer, on va devoir faire des if avec des conditions si ça c'est vrai et ça c'est vrai, alors je fais ça. Et si on veut ajouter des nouvelles conditions, on va être obligé d'avoir une condition de plus en plus complexe pour pouvoir exécuter notre action. On n'est pas capable donc de faire comprendre, et en plus le compilateur n'est pas, on va dire, au courant de ce que ça peut être. Et en ReasonML, on peut être très expressif, et à la place du coup d'utiliser ce can request égale true, on peut le changer et se dire ce can request, ça devient un request statut qui a la valeur can request, qui est un type, et du coup l'expectation devient file were deleted. Et on va pouvoir faire du pattern matching, qui est ni plus ni moins que ce pattern matching-là, et ni plus ni moins que l'équivalence de cette condition-là. Sauf qu'on n'est plus sur l'attente du nom de la variable pour savoir est-ce que c'est un booléen ou non. On a un statut, et en fonction de la combinaison de ces deux statuts, on va exécuter l'action. Ça, c'est une chose assez importante, et on va faire on va reprendre notre exemple juste après pour montrer pourquoi c'est quand même assez intéressant. Ensuite, une autre chose, c'est plus de strings au maximum. Il y a des strings qui doivent être affichés effectivement à l'écran, mais pour autant, dans notre code, on ne veut pas avoir de strings. On veut avoir du typage. On veut que le compilateur nous dise si on a oublié quelque chose, s'il y a quelque chose qui a changé et qu'on doit du coup effectuer des changements dans le reste de la code base. Une string, ça peut être tout et n'importe quoi, et on ne peut pas se fier au compilateur. Du coup, on ne peut pas se reposer dessus, et on va vouloir se reposer dessus. Et là, dans l'exemple qu'on a ici, c'est qu'on a un ensemble de types de layout qui existent dans notre application. C'est un exemple du code d'Arte, et qui dit que c'est des constantes qui sont les valeurs qu'on va recevoir de l'API. Et bien nous, en fait, en fonction de ces constantes, on va le transformer en type dès le départ, dès la réception des valeurs depuis l'API, par exemple. Donc comme je disais, on va reprendre le petit exemple que j'avais donné.
avec mon Atten. Et là, donc là, j'ai une version qui est j'ai une version du coup qu'on appelle Counterbool, donc forcément il y a l'autre qui est ici le vrai counter. Et le vrai counter, à la place de ce show qu'on avait, ce type show ici qu'on avait, j'ai un greeting status. Et ce greeting status, du coup, il va avoir deux valeurs qui vont être displayed ou hidden. C'est-à-dire qu'on voit directement la chose, on sait ce que ça va être, on sait ce que ça doit faire. C'est-à-dire que si je descends ici, je vais devoir faire du pattern matching et expliciter ce que va être réellement, enfin on lit le code, on voit ce que ça fait, on n'a pas besoin de réfléchir à ce que ça va être. On enlève de la réflexion mentale, donc des erreurs potentielles, parce que c'est très très, on va dire, parlant, c'est très, le code devient beaucoup plus lisible. Et surtout, quand il va arriver au moment de refactorer, donc ici, en gros, c'est est-ce que j'affiche ou non le message, donc, eh bien, c'est aussi visible, mais admettons, si demain, bon, aujourd'hui, j'ai un greeting status qui est caché ou affiché, mais si demain, je veux ajouter une nouvelle on va dire un nouveau statut à ce message, c'est-à-dire loading. Admettons que je dois aller chercher la valeur sur un serveur, la valeur de ce message. Eh bien, je vais pouvoir directement, sans modifier mon type, sans modifier tout le reste de mon code, et sans ajouter des conditions à un if potentiel, je vais pouvoir ajouter cette fonctionnalité sans changer trop de code et tout en restant toujours aussi clair dans la façon dont le code est géré. Donc on peut aller jusqu'au bout du truc et de dire ici, en fait, c'est quand c'est en train d'être en loading, qu'est-ce que je veux faire quand ça toggle, quand on clique sur le bouton. Et ben moi, là, ce que je veux faire quand on clique sur le bouton, c'est juste réafficher le statut qu'il y avait avant. Ça peut être en train de charger, c'est pas, j'ai pas besoin d'afficher autre chose. Donc je raffiche, je remets la même valeur que j'avais précédemment. C'est un choix, on peut choisir de faire autre chose. Et évidemment, ici, à la place, eh bien, je peux mettre que, quoi qu'il arrive, si c'est en train d'être loadé, je vais afficher un rec.string de... Non. Donc là, on a quelque chose qui devrait fonctionner. Ici, vous voyez, je vais changer juste la valeur d'initialisation que je vais mettre à loading au départ. Et ici, pendant le set timeout, donc c'est un timeout juste pour faire un petit délai, comme si on allait chercher, eh bien, je vais faire un dispatch du coup, dispatch de pas toggle, mais je vais créer une nouvelle action que je vais appeler loaded. Et quand c'est loaded, du coup, c'est juste pour l'exemple, c'est pas forcément de sens, c'est très loaded. Je vais prendre ça. En plus, j'ai pas pris le bon. Status égale, je vais le mettre en display. Et donc là, à la place de mon counter bool, ici, je vais du coup, donc là, on voit que j'ai fait une erreur, donc le compilateur me dit, j'ai rien passé, il doit avoir une action. Donc l'action que je viens de créer, qui est du coup loaded. Et maintenant, si je lance du coup la bonne commande qui est yarndev, qui va du coup pouvoir avoir mon hot reload. Je ne lançais pas la bonne commande. Hop. Hop là, loading, on va attendre 2 secondes et normalement voilà, hello. Et on va toujours avoir notre fonctionnalité qui fonctionne. Donc voilà pour ces petits exemples. Ensuite, du coup, on arrive ici, donc plus de booléen, essayer de limiter le nombre de strings. Une autre chose, c'est essayer en fait de garder l'information qu'il y a au sein d'un module dans ce module.
et de faire en sorte que les modifications qui vont être apportées n'affectent pas, ou peu le monde extérieur. Et aussi de faire en sorte que si une donnée n'est pas bonne, qu'elle le soit dès le départ, qu'on n'ait plus besoin de réfléchir: «Est-ce que je dois faire une vérification?» Là, l'exemple de l'email qui a un type T, un email, c'est une string, fondamentalement, et la façon logique de se dire, c'est que dans ce module email, on va rajouter une fonction valide, donc qui va prendre ce type T, qui est une string, et qui va dire s'il est valide ou non. Et du coup, chaque fois que je vais vouloir utiliser cet email, je vais devoir faire un check manuel. Mais à aucun moment, le compilateur va pouvoir me dire: «Tu pas fait ce check-là». Et bien, on va essayer de faire en sorte de forcer le développeur et de donner l'information au compilateur. La façon de le faire, c'est de dire: «Je vais avoir un email, c'est un type T, qui est fondamentalement une string, mais qui n'est pas connu à l'extérieur, donc il va pas pouvoir être manipulé à aucun moment». C'est-à-dire que, je ne vais plus pouvoir lui passer une string comme ici, il va y avoir une erreur de compilation et j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin de réfléchir, ça sera forcément une erreur parce que le type T n'existe pas extérieur, il ne sait pas, z quoi en faire, donc je ne peux pas construire mon email comme de cette manière-là. Je vais être obligé du coup de passer par un constructeur, une fonction make qui va me permettre de dire: «Je te passe une string, tu me retournes une option de T». Donc une option, c'est, une structure qui va dire: «Est-ce que, j'ai un email ou est-ce que j'en ai pas?» Et donc là, ici, le compilateur va me retourner, enfin, ça va me retourner none, c'est-à-dire ce n'est pas un email. Et dans toute la suite de l'exécution de mon programme, je sais que ceci n'est pas un email et le compilateur va me forcer à faire la vérification que c'est bien un email, que j'ai bien quelque chose qui est un email. Et du coup, de cette même manière, on va pouvoir après faire une fonction toString si on a besoin d'afficher cet email et on va du coup, si on a some email, on peut faire un email toString et enfin, faire des actions qu'on a envie de faire avec. Mais on a donné une couche qui permet de s'assurer que l'email est valide, quoi qu'il arrive et ou le force de demander au compilateur qu'il nous fasse un check pour nous. Donc ces choses-là, ce design pattern n'est pas propre forcément en ReasonML. C'est très pratique de le faire en ReasonML, mais il peut très bien être fait dans d'autres langages et il est même très, très courant dans d'autres langages. Une autre chose du coup, c'est de pouvoir avoir cette même logique avec un utilisateur par exemple et d'avoir une fonction view quasiment à chaque fois. C'est-à-dire cette fonction va permettre, de dire: «J'ai un type qui est interne, un type qui est externe qui va pouvoir être manipulé à l'extérieur», parce que ça peut être pratique d'avoir la structure à l'extérieur, mais il y a forcément une fonction view. On ne pourra pas manipuler le T directement à l'extérieur et on a utilisé ça beaucoup, un peu partout, qui va permettre du coup d'utiliser le pattern matching. Donc en fonction des valeurs qu'il y a ici, ça peut être une espèce de grosse condition avec, qui peut être assez complexe, va permettre du coup d'exécuter des actions. Alors donc là, c'est un petit exemple, du coup qu'on a dans le design system. On va, ici, définir pour par exemple, c'est les images, où une image, on va lui dire que il y a un gradient, il y a une taille, il y a une présentation. Est-ce que Et enfin, il y a différents styles d'images qui vont être un teaser, un drapeau européen, et cetera, et cetera. Et les fonctions exposées vont être une fonction make qui va prendre un style. Dans ce cas, ça, c'est connu à l'extérieur et qui va permettre du coup de, après, générer une représentation de cette manière-là et de la récupérer à l'extérieur grâce à la fonction view. Donc voilà à peu près pour les quelques petites choses qu'on se donne comme règles à respecter dans nos différents, développements et avec ça, ça permet vraiment de se reposer sur le compilateur qui est vraiment, notre meilleur ami. Je vais revenir un peu du coup sur le design system, à proprement parler. Et le design system, comme je vous disais, on a fait de l'atomic design. Avec ces atomes, ces molécules, ces organismes, et il y a une des particularités de l'atomic design pour faire une interface, c'est justement d'avoir le même vocabulaire du graphiste en passant par le chef de projet, le PO et l'ensemble des personnes qui travaillent chez RT. C'est-à-dire que tout le monde sait à quoi correspond un atome, un organisme, une page. On parle tous de la même chose et on a tous le même langage. Forcément, ça va se refléter sur la façon dont est, enfin,
dont les fichiers sont architecturés. C'est-à-dire qu'on va avoir un fichier design system qui va être la représentation, qu'est-ce que c'est réellement, comment on représente une image, comment on représente les molécules, les textes, etc., de façon typée, mais sans appliquer de style. On va dire que ça va être de la couleur rouge, ça va être de la couleur de type erreur, ça va être, on va vraiment, comme si on l'écrivait en français. Enfin, on va avoir un dossier design system to CSS qui va permettre de prendre ce design system et de le transformer en CSS. Et enfin, un composant en React, en Reason React, qui va récupérer les deux, qui va faire le lien entre les deux et qui va permettre du coup d'afficher réellement notre composant. Et comment ça, un petit exemple là tout bête, on va dire tout bête, qui est assez complexe, mais je l'ai pris un peu complexe exprès, c'est que ici on va définir du coup qu'est-ce que c'est un texte fondamentalement. Ça peut ressembler à des propriétés CSS, mais en fait ça n'a rien à voir avec du CSS. C'est vraiment comment on peut définir un texte qui s'affiche sur un écran. Et quelles sont les particularités, quelles sont les propriétés de ce texte. Et c'est-à-dire que tout ça, elles ne sont pas propres au CSS, elles pourraient très bien être affichées dans un terminal. Ça pourrait nous permettre d'afficher ça dans un terminal. Et enfin, on va avoir du coup les différentes parties enfin les différents textes qui vont exister dans l'application. Donc là, c'est une petite liste, je l'ai réduite exprès, et qui vont du coup avoir toutes ces informations-là de présentes. Et donc enfin, ce qui va permettre de créer une fonction qui va prendre un text view. Donc le text view, le view, c'est ça, donc c'est toute cette structure de données, et qui va pouvoir prendre cette structure de données et la transformer en règles CSS. Donc j'ai enlevé comment on transformait les règles CSS, mais en gros, c'est qu'on va avoir des règles CSS pour le display, des règles CSS pour le nombre de lignes qui est affiché, etc., etc. Et enfin, dans le composant, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va prendre un type de texte, donc là c'est le type par défaut, et il va utiliser la fonction view qui va passer à la fonction toCSS pour pouvoir récupérer les règles CSS et enfin les appliquer ici. C'est le code d'Arte que j'ai mis comme ça, pas forcément au lieu de comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de séparer les choses pour que s'il y a une problématique qui va être euh, de, de design pur, ça va être dans le DS to CSS, enfin de représentation pure CSS, ça va être à cet endroit-là. Si des fonctionnalités qui vont pas, parce que quand je clique sur le bouton, ça affiche pas la bonne chose, ça va être dans le composant. Et enfin, si c'est pas du tout la bonne couleur, eh bien ça veut dire que ça va être dans la représentation du design system, on l'a mal explicité. Donc voilà pour la petite chose. Et enfin, pour finir ce talk, je vais faire une petite live démo de refactoring dans le code d'Arte directement. Quelque chose que j'ai eu à faire il y a quelques jours. Donc c'est vraiment une démo qui est assez représentatrice de ce qu'on fait au quotidien. Alors cette démo ici, on peut voir, donc hop, je vais dézoomer ça. Donc là, c'est le site d'Arte la page d'accueil et on va travailler sur les backgrounds. Donc les backgrounds, en gros, c'est tout ce que vous voyez du coup en background, mais que ça soit d'un bouton, que ce soit ici du petit sticker. Par exemple, si je change ici le sticker, ici j'ai la couleur black. Si je mets error, admettons, si je fais ça, on peut voir, donc ça attend que ça recharge. On peut voir que ici le sticker time, donc le time sticker, pardon, on peut voir que le background a changé. Et donc ça représente ça le background, ni plus ni moins. Et on peut voir que du coup c'est assez parlant. On sait que en changeant cette couleur ici, ça va changer dans le reste de l'application. Nous ici, ce qu'on veut faire, c'est que maintenant on met plus trop les styles comme ça. On aime bien avoir des variables directement qui représentent ces styles. Et je veux transformer cet ensemble de types là en fait en des variables qui vont pouvoir être appelées à l'extérieur directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ça et du coup je vais copier tout ça et je vais du coup le transformer pour pouvoir en avoir des variables. Donc hop. Donc là j'ai fait un petit truc pour pouvoir transformer. Donc je vais réutiliser la fonction make que j'ai au-dessus qui permet de prendre un style et de le transformer après avec une couleur. Hop, donc on va faire en sorte que ça compile. Donc le but à chaque fois qu'on fait une refacto, c'est d'être dans son fichier et puis
et puis vraiment de se dire quand est-ce que ça compile. Donc là, je reprends les choses. Hop, donc je reprends les choses telles quelles. Donc, donc là, ça prenait des catégories, donc on va lui remettre ces catégories. Hop, 4. 4. Et ici, c'est une flèche qu'il nous faut. Donc voilà, donc là on voit bien que le compilateur est tout à fait content, enfin il y a un petit warning ici, mais pour le moment on va dire qu'il est plutôt content. Hop. Donc là ce que je veux faire c'est que je veux l'enlever, ces styles-là, je veux plus qu'on les utilise dans le reste du projet. Donc je veux pouvoir que ça soit comment dire, que ça soit disponible à l'ensemble du projet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que il y a des fichiers de signature en Reason. Donc ça, c'est les signatures, c'est ce qui va être exporté, qui va pouvoir être utilisé en dehors de ce module-là. Donc je vais rajouter ce que je viens de faire et je vais juste les spécifier pour pouvoir l'utiliser à l'extérieur. Donc pour le moment, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va me mettre une erreur. Il va me dire, fais ce que tu fais là, tu me donnes un type T, mais j'ai besoin d'un type catégorie. Donc ça veut dire que ma signature, elle n'est pas bonne d'un endroit ou à l'autre. Donc je vais reprendre mon type catégorie qui est ici, et du coup, je vais mettre la signature qui correspond réellement. Hop. Et là, il va me mettre une même erreur pour le thème, pour le slider, qui avait aussi quelque chose comme, allez là, hop, et qui avait du coup, qui prenait un thème en paramètre, et donc on va le remettre. Donc là, si tout va bien, ça va compiler. Donc là, on a modifié un fichier de signature, c'est un peu plus long que d'habitude, mais pour le moment, notre application fonctionne. Bon, le souci, c'est que ça, nous, on a dit qu'on ne voulait plus l'exporter, donc on va l'enlever. Cette fonction-là, elle n'a plus de style, donc on va l'enlever aussi. Et puis là, du coup, le compilateur nous dit directement, voilà, il y a un souci, c'est un fichier à l'autre bout du projet. Donc je vais prendre le fichier, donc c'est molécule cta.array, molécule array. Donc c'est celui-là. L'erreur ici, c'est hop. Donc ici, c'est un type T maintenant. Donc là, il va me dire aussi qu'il y a encore une erreur. Donc ici, transparent, il n'existe plus. Donc dans box, je vais voir l'erreur. Transparent, maintenant, il est avec un T minuscule et cette fonction-là n'existe plus, donc je vais tout simplement l'enlever. Bon, on peut faire ça longtemps, on peut suivre le compilateur et en fait, à la fin, on arrivera à notre refacto, mais en fait, on peut faire ça de façon un peu plus logique. C'est que, en gros, ce que je fais comme modification, c'est je change la casse je passe du style à la variable, il y a juste c'est une minuscule à la place d'une majuscule, donc c'est un petit logiciel qui permet de créer ce fichier de structure et on va juste exécuter ça dans notre code et normalement le compilateur, si tout fonctionne, on devrait de nouveau avoir quelque chose ici. Donc on va tester ça de suite. Donc hop, combi. Donc là, c'est combi. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, c'est très très intéressant. Ça permet de faire des refactos assez intelligentes dans les projets avec des conditions et autres. Donc c'est très très pratique dans ce genre avec ce genre de techno qui ont un compilateur qui est particulièrement robuste. Donc je vais lancer ça, donc on va voir le compilateur faire des choses, donc il va aller modifier tous les fichiers. Et si tout va bien, j'aurai encore quelques erreurs et à corriger, mais la plupart seront bonnes. Donc là on peut voir, donc je vais retourner sur mon code. Donc on peut voir qu'il y a un souci dans le fichier divider. Hop. Divider. Donc en fait là, il n'y a plus la fonction make. Donc on enlève. Ensuite, dans le fichier global style, donc là pareil, il n'y a plus la fonction make. Et donc là, ça compile. Peut-être que lui, il faut le recharger. Tac. Et là, du coup, on a fini notre refactor, on a enlevé notre fonctionnalité. Enfin, on a refactoré notre code, on a changé la façon dont il était écrit, sans rien changer au rendu. Et on est sûr que tout fonctionne correctement, qu'il n'y a pas eu de régression sur l'ensemble du code. Donc on peut voir quand même que ce qu'il a fait, c'est qu'on a modifié 27 fichiers de façon assez vite. Et là, je peux committer ça et je suis sûr de ne pas avoir de régression. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant comme fonctionnalité et on peut
On est assez content de tout ça. Donc, finir par une conclusion. Donc, la conclusion, c'est qu'avec ces différents design patterns et la façon dont on a construit notre projet, c'est qu'on peut faire des énormes refactos quasiment quotidiennes sans avoir peur de toucher à n'importe lequel des fichiers. Même un fichier complexe ou autre, on va le toucher, on va faire en sorte d'améliorer notre code au fur et à mesure. On peut se dire, on va livrer un code qui fonctionne à un instant T, même si le code n'est pas forcément terrible ou qui peut être optimisé. On n'aura absolument pas peur de le modifier heu, par la suite. Donc c'est vraiment hyper agréable à utiliser au quotidien et voilà, je pense qu'on est arrivé, à terme de ce talk. Vous pouvez voir les différentes PR qui ont été ouvertes avec, des, 2000, 1000 lignes, assez régulièrement et parfois seulement 1 ou 2 jours d'intervalle voilà. Donc quand on travaille à beaucoup sur un projet, c'est vraiment très agréable. Voilà pour moi. Vous avez des questions, je vous écoute et je serai ravi d'y répondre.